production et réseau, s'adapter à la neutralité carbone. C'est donc le thème de cette première table ronde. Je vous propose, à chaque fois, en ouverture, en propos liminaire de cette table ronde, je vais vous donner quelques chiffres, poser quelques idées, quelques enjeux. Le défi de notre système énergétique, évidemment, on vient de l'évoquer, c'est d'abord de répondre aux besoins des citoyens, aux besoins des entreprises et des collectivités. Mais quand il faut intégrer à cette équation la rapidité à laquelle il faut sortir de la dépendance aux énergies fossiles, évidemment, cette équation, elle se complique. On l'a évoqué avec Antoine Armand à l'instant, pour atteindre les objectifs donnés par les accords de Paris 2050, neutralité carbone, il y a un premier rendez-vous à la fin de la décennie, dès 2030. Je vous propose de regarder les évolutions des émissions de CO2 sur le territoire national. Et bien, vous le voyez, il faut aller beaucoup plus vite, c'est aussi simple que ça. La France est sur une baisse de 2,4% par an. Il faudrait doubler le rythme, passer à 4,9% par an jusqu'en 2030. C'est toujours intéressant de se comparer. Si on regarde la France par rapport à ses voisins, où se situe notre pays, je vous propose un autre graphique, le voilà, sur l'intensité carbone de l'énergie consommée. Donc on part d'une base 100 en l'an 2000, et on voit que la France a plutôt mieux décarboné que la moyenne européenne, et sensiblement mieux que l'Allemagne. Mais il y a un chiffre qu'il faut retenir, que vous voyez, c'est ce chiffre de 80%. Il reste 80% du chemin à parcourir d'ici 2050. Les solutions, je pense que toutes et tous dans la salle, vous en connaissez certaines. Elles sont connues. Il y a d'abord évidemment ce qu'on appelle les non-énergies, c'est-à-dire tout ce qu'on ne consomme pas. On va en parler plus longuement dans les deux tables rondes consacrées à l'efficacité énergétique et à la sobriété énergétique. Et puis, il y a les énergies primaires décarbonées. Je cite les deux principales, le nucléaire et les énergies renouvelables. Mais il y a un mais, on ne consomme pas du nucléaire, on ne consomme pas du renouvelable. Il faut les transformer. Il faut les transformer en vecteurs énergétiques bas carbone, que ce soit transportable, que ce soit utilisable dans les bâtiments, dans les transports, dans l'industrie. Et il faut que ces filières de transformation, elles soient elles-mêmes neutres en carbone. Sinon, évidemment, là aussi, l'équation perd toute logique. L'électricité, on va beaucoup en parler. L'électricité, elle joue un rôle central. Il y a d'autres solutions, je vais en citer certaines, l'hydrogène, le biogaz, les carburants d'aviation durables, l'e-méthanol ou encore l'e-ammoniac. Voilà, en posant ces quelques idées, ces quelques chiffres, on commence déjà à prendre conscience de la complexité du défi, et c'est pour ça que cette loi de programmation énergie-climat, elle est à ce point attendue pour définir et détailler la stratégie française. On l'a vu avec Antoine Armand, pour éclairer les choix de l'exécutif, les parlementaires ont travaillé, les entreprises représentées par Équilibre des énergies aussi. Il y a beaucoup d'idées, de propositions qu'on peut regrouper autour de plusieurs enjeux. Alors j'en ai choisi, c'est assez arbitraire, mais j'en ai choisi trois enjeux majeurs. À chaque fois, en introduction, je poserai 3 enjeux majeurs comme ça de nos tables rondes. Trouver un équilibre de long terme entre le nucléaire et les énergies renouvelables, ce qui suppose évidemment d'adapter les réseaux en conséquence. Élaborer un schéma directeur de production des carburants d'aviation durables, on y revient, ce qui suppose là aussi de définir un plan, mais un plan d'allocation prioritaire de la biomasse, parce que tout le monde en demande et on sait qu'il ne pourra pas y en avoir pour tout le monde. Plus généralement, avoir une vision réaliste des usages à encourager pour les formes d'énergie neutres en carbone qui viendront compléter le recours à l'électricité. On peut notamment parler des chaleurs renouvelables. Et puis, 3e enjeu, maîtriser la puissance appelée. Alors, j'avoue que pourtant, je baigne quand même pas mal dans ces thématiques depuis des années, mais puissance appelée, je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire. Il s'agit de développer les réseaux pour savoir faire face aux pics de consommation, évidemment, ça on peut l'avoir en tête, mais il y a aussi les pics de production et ce que l'on appelle la cloche solaire qui commence à apparaître dans certains pays à la mi-journée avec les panneaux solaires ou les fermes solaires qui sont à leur maximum. Voilà pour les grands enjeux de cette première table ronde. J'appelle tout de suite nos interlocuteurs, nos 3 parlementaires, Anna Pic, et vous pouvez me rejoindre au fur et à mesure, député socialiste de la Manche, vous pouvez l'applaudir. Henri Alfandari, député Horizon de l'Indre-et-Loire, et Pierre Cazeneuve, député Renaissance des Hauts-de-Seine. Bienvenue à tous les 3. Choisissez, il y a plus de sièges que d'intervenants, donc installez-vous.
Prenez vos places. Bienvenue, Pierre Cazeneuve, bienvenue à vous. Je vous pose la première question, peut-être sur cette loi de programmation énergie-climat. Je ne vais pas vous redemander pourquoi on l'attend depuis aussi longtemps, mais qu'est-ce que vous en attendez ? Ah ouais, ça démarre avec vous. Déjà, faut bien qu'il y en ait un qui commence. Oui, non, mais bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette belle invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler de ces sujets qui nous concernent tous. Bon, la loi programmation énergie-climat, c'est une loi, c'est un projet de loi, donc ce n'est pas une proposition de loi, ça ne vient pas des parlementaires, donc on attend évidemment plutôt des indications et une initiative du gouvernement sur le sujet. Donc voilà, je ne peux pas prendre le point d'une initiative qui ne m'appartient pas. Néanmoins, je pense que tous les députés, quelle que soit leur tendance politique, quel que soit leur groupe, on a toujours envie de débattre de tous les sujets, mais en particulier de l'énergie. Donc on est preneur, nous, le Parlement, de s'approprier ce sujet de l'énergie, qui est un sujet à la fois très technique, mais aussi parfois un peu politique. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre aujourd'hui. Et donc donner une consistance législative à cette loi de programmation énergie, c'est très important pour nous. Il faut quand même se rappeler que la LPEC, elle a été décidée dans son format législatif, dans la loi climat 2019, si je ne dis pas de bêtises, avec la volonté de redonner au Parlement la main sur sur un texte extrêmement structurant qui est la PPE, mais plus globalement, la SNBC également, voire même la stratégie nationale biodiversité. Donc aujourd'hui, on a des textes qui sont très structurants, qui définissent la stratégie de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises parfois, et qui ne passent pas par le biais de la représentation nationale. Et donc l'idée de redonner, d'avoir à nouveau ce débat à l'échelle de l'Assemblée et du Sénat, bien entendu. Donc je pense que collectivement, on est assez désireux, nous, d'avoir cette loi. Après, je serai complètement et parfaitement transparent avec vous. Je pense que ça choquera personne et que tout le monde ici, en tant que connaisseur de l'énergie, c'est une décision d'avoir une loi un peu structurante sur les sujets d'énergie-climat qui se fait en majorité absolue et qui se retrouve confrontée à un principe de réalité un peu plus complexe en majorité relative, où la capacité d'avoir un consensus avec d'autres groupes sur notre stratégie climat et notamment sur notre stratégie sur le mix énergétique est peut-être plus compliqué à trouver, ce qui explique un peu de retard à l'allumage sur ce sujet-là. Mais je pense qu'au contraire, moi, le consensus, la zone de consensus, je ne sais plus qui avait dit ça, c'était peut-être Antoine Armand, s'élargit de plus en plus autour de ces sujets énergétiques et que je crois qu'on est capable, avec différents partenaires, de trouver au contraire une voie pour avoir un futur énergétique commun en France. C'est ce qu'on va pouvoir évaluer, notamment ici. À NAPIC, quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, table ronde, on n'est pas exactement dans un format table ronde, on s'adapte à la salle, mais ça fonctionne très bien. On est sûr que vous réussirez à vous parler sans difficulté. Votre première réaction, ça a été de me dire, mais aurons-nous une loi de programmation énergie-climat ? Pourquoi vous dites ça ? Évidemment, parce que nous l'attendons et déjà elle aurait dû avoir lieu avant le 1er juillet, cette loi de programmation énergie-climat, elle est extrêmement importante et c'est aussi une question de démocratie. Alors moi j'entends bien, en situation de majorité relative, il faut trouver des consensus. Oui, mais pour trouver des consensus, il faut commencer à les chercher. Et c'est bien toute la question qui se pose dans cette Assemblée, mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui une nécessité, parce que justement, il y a des enjeux très forts dans des délais extrêmement courts pour pouvoir mettre en œuvre cette neutralité carbone que nous avons donc signée d'ici 2050. Nous avons besoin d'emmener les citoyens avec nous et de bien leur faire comprendre quelles sont les étapes et les enjeux. Si nous saucissonnons, comme nous le faisons maintenant depuis un peu plus d'1 an, les sujets, avec un projet de loi accélération des énergies nouvelles renouvelables, avec un projet de loi sur le nucléaire, ou plutôt sur la construction, là où on en a déjà construit, de réacteurs électronucléaires, enfin bref, un truc très compliqué pour simplement changer quelques règles du jeu. Et puis encore un autre qui pourrait
finalement laissé penser qu'on continue à réfléchir, ce sujet était celui de l'industrie verte. Enfin bref, on aura tous saucissonné comme ça. On nous annonce un projet de loi de fusion ASN-IRSN qui, soi-disant, permettrait l'accélération. Et là, je vous le dis tout de suite, ça commence à m'angoisser un peu de penser que quand on joue avec les agences de sûreté, on accélère. Et puis, on nous annonce peut-être éventuellement, pas une LPEC, mais un projet de loi sur la production de l'énergie. Alors là, je me dis, on aura bien saucissonné tous les sujets. Comment les citoyens vont se retrouver là-dedans et comment véritablement nous aurons cette programmation qui nous emmènera vers notre objectif et qui nous permettra de l'atteindre. C'est toute la difficulté, parce que dans tous ces projets de loi, on a quand même majoritairement oublié quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est quoi qu'il arrive, nous n'avons pas le stock de compétences aujourd'hui pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la réindustrialisation et dans le montage de ces filières industrielles, que ce soit dans le nucléaire ou dans les énergies nouvelles renouvelables. Et puis par ailleurs, ça nous permettra de dire que nous avons besoin de toutes les énergies, qu'aujourd'hui, évidemment, il s'agit de savoir qui veut quitter le nucléaire dans le moins de temps possible, comment on fait pour l'électrification, etc. Mais néanmoins, il nous faut aussi poser le fait que nous ne pouvons pas nous permettre d'écarter des technologies innovantes et qu'il faut qu'on ait un État qui soit capable de faire des paris industriels très forts et qu'aujourd'hui, nous devons en discuter dans l'Assemblée. Merci Henri Alfandarive. Peut-être votre avis général aussi, peut-être sur la tonalité du travail commun, c'est-à-dire qu'il y a ce moment où les parlementaires réussissent à travailler et à faire ressortir des objectifs, des enjeux, même des propositions, et puis ensuite, effectivement, il y a peut-être la réalité politique qui s'impose. C'est ce qui est en train de se passer ? Alors, je pense que c'est déjà ce qui s'est passé, puisque le fait de ne pas faire le nucléaire en même temps que les énergies renouvelables, ça répondait à ça. Et je pense qu'on peut avoir, pour le coup, cette fois-ci, l'ambition de venir corriger, de mettre un peu de lien entre les textes à travers cette future loi. Je m'explique. Si on veut réussir ce défi, il va quand même falloir à un moment passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. Ça s'exprime très clairement, notamment dans les objectifs tels qu'ils sont exprimés dans la loi, puisque, par exemple, sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, on a bloqué sur un certain nombre de choses dû au fait qu'on ne fait pas de relation entre la puissance et la surface. Ce qui fait que c'est difficile de donner des objectifs à des territoires si ces objectifs ne sont pas clairement déclinables et opposables. Et d'ailleurs, ça va être un des points de blocage potentiels de ce qu'on a mis en place. Donc, là-dessus, moi, je serais par exemple très vigilant à ce qu'on essaye d'arriver à exprimer pleinement un objectif d'énergie nucléaire à produire et pleinement un objectif d'énergie renouvelable à produire, non discriminé, qui soit à répartir entre les territoires et que pour le coup, cette fois-ci, ça soit une donnée qui soit une donnée avec un objectif de résultat. Et si les territoires ne jouent pas le jeu, là, que l'État éventuellement puisse reprendre la main. Parce qu'on n'a pas tant de temps que ça pour agir. Donc ce qu'on doit bâtir, c'est de la confiance dans les acteurs et dans les territoires, de leur dire vous êtes libres de choisir les solutions qui vous conviennent par rapport à vos spécificités de terrain. Mais il y a un moment, cette confiance, elle doit trouver un retour, donc suffisamment de puissance installée, ou alors que l'État puisse reprendre la main parce qu'on n'a pas tant de temps que ça pour agir. Donc moi, j'espère beaucoup là-dessus. L'autre chose aussi, Antoine en a parlé, tout ça, ça se décline à travers des objectifs régionaux. Je suis assez prudent sur les objectifs régionaux. Alors, peut-être pas sur une question d'énergie, et encore, mais vraiment sur la question de la transition écologique en général, puisqu'en fait, on mise tout sur nos documents intégrateurs, les SRADET, enfin les PLU, tout ce que vous connaissez au quotidien quand vous montez des projets. Et je me demande s'ils ne sont pas assez aveugles au changement, ces documents. Je vais vous donner un exemple tout bête. On a reconstruit la charpente de Notre-Dame avec des bois qui ont entre 50 et 80 ans. C'est précisément ce qu'il faut faire. C'est mieux, structurellement, c'est mieux si vous interrogez ceux qui ont travaillé dessus. On a des sylviculteurs sur le terrain qui savent qu'il faut qu'ils arrêtent de récolter du bois entre 120 et 150 et qu'il faut qu'ils le récoltent entre 50 et 80.
Et derrière, il y a tout un tas de filières métiers qui sont à réorganiser. Vous ne faites pas les mêmes scieries si vous travaillez comme ça. Il n'y a pas le même besoin de béton pour les bancs de scie. Ce n'est pas les mêmes postures au travail. Et je ne suis pas sûr que des documents d'orientation soient pertinents pour faire ça. Donc ça, c'est une question plus globale. On ne la réglera pas dans la LPEC. Mais d'une manière générale, je pense qu'il est temps qu'on se pose ces questions-là. Et effectivement, Anna Pic, c'est la question de la régionalisation. Jusqu'où on va dans cette régionalisation? Est-ce que sur cette adaptation du réseau voilà, à l'électrification massive, je simplifie un peu, mais on peut dire ça comme ça, est-ce que le système est trop décentralisé aujourd'hui? Est-ce que, voilà, et à quel point pour vous? Je crois qu'il y a... alors, d'abord, quand même... une petite carrière d'élu local, hein, donc je suis encore conseillère municipale et conseillère d'agglomération, donc j'ai quand même mon parti, vous le savez, hein, je suis socialiste, on a quand même quelques attaches avec la décentralisation, je dirais même une décentralisation assez forte. Moi, je ne crois pas qu'on ait beaucoup poussé aujourd'hui encore l'autoconsommation locale et l'autoconsommation territoriale. Je connais un beau projet sur Argentan Intercom, par exemple, qui, sur les réseaux de chaleur, a permis de limiter les impacts de l'augmentation et de l'inflation des prix de l'énergie pendant la crise que nous avons vécue l'hiver dernier. Je crois qu'il y a des choses à pousser. C'est le niveau intercommunalité. C'est le niveau intercommunalité. C'est le maire d'Argentan, Frédéric Léveillé, qui est également président de l'Interco. Effectivement, et qui est nécessairement l'intercommunalité, ça travaille avec les régions, donc c'est des documents qui sont travaillés ensemble, c'est des documents qui certes peuvent paraître un peu abscons et ne pas répondre, mais il y a des réalités territoriales qui ne sont pas inconnues des élus locaux et il faut effectivement qu'on aille assez loin dans la construction de ces documents, qu'on se dise que ça prend un peu de temps, mais qu'une fois que les règles sont établies, ça évite la sensation de passer par-dessus tous les acteurs locaux. Et en fait, on a quand même un problème d'acceptabilité qui est important dans notre transformation de notre production d'énergie et aussi dans notre façon de la consommer. Donc, on ne va pas dire, eh bien, on enlève les règles qui nous empêchent en limitant les possibilités de recours, parce qu'on va à des confrontations et qu'on a vu qu'aujourd'hui, on est régulièrement face à des confrontations lorsque le public, les ONG, les citoyens ne comprennent pas ce qu'on fait. Et je crois que la seule façon de faire, c'est pas moins de démocratie, c'est plus de démocratie, c'est-à-dire avec des règles extrêmement claires qui sont rediscutées régulièrement. Et c'est d'une importance capitale. Et puis, effectivement, il faut que nous décentralisions un certain nombre de réseaux, parce que je pense un sujet qui est très important dans ma circonscription et notamment à la ville de Cherbourg en Cotentin. Nous avons les plus grands bateaux de croisière qui viennent à quai dans ce port et depuis longtemps puisque c'est sa tradition transatlantique. L'électrification des bords à quai est un enjeu absolument majeur, à la fois pour pouvoir accueillir ces bateaux, pour pouvoir les garder plusieurs jours et que les habitants ne trouvent pas illégitime qu'il y ait toutes ces fumées pendant des jours et des jours. Donc l'électrification des bords à quai, aujourd'hui les réseaux ne nous le permettent pas de le faire tel que nous aimerions le faire. Et puis, nous avons les énergies marines renouvelables qui s'implantent dans notre territoire. Nous avons des beaux projets autour de l'hydrolien maritime, par exemple, qui sont en ce moment dans une phase expérimentale pré-industrielle qui est très intéressante. Nous avons l'éolien offshore. Tout ça doit nous permettre, finalement, d'avoir une boucle vertueuse sur notre territoire, de permettre de faire cette électrification des bords à quai, de faire effectivement un retour sur les territoires. Et je crois que c'est un enjeu, à la fois parce que tout ne pourra pas se faire. Et chez nous, quand même, je crois qu'il y a quelques productions électronucléaires, mais tout ne pourra pas se faire avec des réacteurs, et ça n'est pas possible. Aucun scénario ne peut le prévoir. Oui. Pierre Cazeneuve, je rebondis juste sur la question de, ça rejoint l'acceptabilité, mais des droits de recours, la simplification des droits de recours. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour tenir les objectifs, On a vu qu'on n'était pour l'instant pas dans la courbe, qu'il fallait clairement accélérer. Est-ce qu'on est obligé de passer par une simplification des voies de recours? Alors, si je peux me permettre juste un tout petit rebond par rapport à ce qui a été dit avant, je pense que c'est quand même très important, juste sur un point, de souligner pour le coup le travail de la ministre de la Transition énergétique sur le sujet du consensus et du travail en amont. Parce que le débat, il a existé. Agnès Pannier-Runacher a lancé 6 groupes de travail, pas seulement avec les différents groupes politiques, mais avec les associations d'élus, avec vous toutes et tous, représentants des entreprises aussi. Et je pense que sur cette LPEC, il y a ce travail en amont assez fort
justement pour partager la contrainte, partager un certain nombre de constats et essayer de définir sur la sobriété, sur l'efficacité, sur la production ENR et sur la production ELEC, un certain nombre de recommandations et une base de consensus commune sur laquelle on peut discuter. Donc je veux quand même souligner ça, et c'est important. Il n'y a pas dans tous les sujets ce travail qui est réalisé en amont de débat et de discussion. Et donc je pense que c'est très important, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on se retrouve dès aujourd'hui en amont de cette LPEC dans cette salle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur territorialisation, et qui va rejoindre le sujet droit de recours, moi, je trouve que on est face à un défi assez rigolo, parce qu'à la fois, vous avez des sujets extraordinairement macro et centraux, et je pense notamment à tout ce qui est la soutenabilité du réseau, pour aller voir Xavier Pchistazik et lui dire, en fait, on va tout territorialiser, ça va lui faire drôle, parce qu'il y a des sujets qui sont très nationaux, mais voire même européens sur ces sujets-là, et donc dans notre capacité à avoir suffisamment de production électrique pour tenir un ensemble du réseau, c'est une dimension qui est très nationale et qui est très planificatrice, et à la fois, on est sur une mutation totale aussi de notre manière de produire de l'énergie, où on passe de l'importation massive de gaz et de fossiles dans les grandes démocraties que sont l'Afghanistan, la Russie et le Qatar, un monde où on va produire de l'énergie très localisée, à Argentan, à Rueil-Malmaison avec la géothermie chez moi, et c'est un modèle qu'il faut qu'on duplique partout en France. Et donc en fait, il va falloir qu'on jongle un petit peu entre ces deux strates, à la fois le très local, produire localement des énergies renouvelables, et à la fois cette dimension qui ne peut pas être autrement que pilotée à l'échelle nationale avec des enjeux de réseau très très forts. Sur le sujet du recours, moi je partage un certain nombre de choses qui ont été dites. Je pense qu'évidemment, et vous le voyez tous, toutes et tous, je ne m'adresse aux développeurs, un projet, ça marche et ça existe si on embarque la population derrière, si on embarque les élus derrière, et donc ce temps de concertation, il est extraordinairement important. De là à dire que la situation actuelle est satisfaisante, je n'irai pas. Et c'est pour ça qu'on a fait, nous, j'ai eu le plaisir d'être rapporteur aux côtés d'Henri, pour justement essayer de trouver des mécanismes pour accélérer. Parce qu'on peut aussi se retrouver avec des projets qui font le consensus, mais vous avez 4 représentants de l'association des fourmis du Morvan qui viennent jusqu'à Cherbourg pour déposer des recours sur une éolienne sur laquelle tout le monde est d'accord dans le coin. Et ça bloque, et ça c'est long, etc. Et donc il faut toujours trouver ce juste équilibre. Et par ailleurs, pour le coup, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel est vigilant là-dessus pour ne pas abîmer le droit de recours, parce que par ailleurs, c'est inconstitutionnel. Donc on n'a pas le droit de le faire. Et dans la loi, il y a peu d'éléments finalement qui ont touché à ce droit de recours. Sur certains grands projets, je prends juste, et ça datait d'une loi d'avant, sur l'éolien offshore, on a pris le Conseil d'État en première et dernière cour. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors effectivement, ça limite un petit peu, mais au moins, vous allez plus vite. Mais étant donné la taille des projets, ça fait sens. Je pense qu'on ne peut pas le faire sur des parcs solaires de petite taille ou sur des parcs éoliens de petite taille. Voilà, ça, on ne peut pas le faire. Mais voilà, il faut aussi avoir cette intelligence-là de différencier les différents types de projets, d'essayer d'accélérer là où on peut le faire. Quand on fait la reconnaissance impérative d'intérêt public majeur, vous n'abîmez pas le droit de recours, mais vous limitez les champs d'accroche possibles pour le faire. Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire, je trouve, dans cette loi d'accélération des énergies renouvelables, sans toucher au droit de recours qui est extrêmement important. C'est l'état de droit de notre pays. Essayer de quand même trouver les leviers pour accélérer. Votre avis là-dessus, Henri Alfandera ? Mon avis là-dessus, je vais renforcer ce qu'a dit Pierre. C'est ce qu'on a réellement essayé de faire. Après, est-ce que ça va suffisamment loin ? Je pense que j'en reviens à la question du résultat. Aujourd'hui, la loi qu'on a fait sur les ENR va permettre de déployer des énergies renouvelables beaucoup plus rapidement. La question, c'est est-ce que les réseaux vont suivre ? Or, en fait, la réalité, c'est qu'on sait pertinemment, d'ores et déjà, que les réseaux ne vont pas suivre. Et qu'on va se retrouver avec de la puissance installée non raccordée. Ou alors ça existe déjà, ça, voilà, aujourd'hui ? Ça doit exister, voire de la puissance raccordée écrêtée. Et en plus, comme c'est des projets qui, beaucoup, sont sous tarif creux, non seulement c'est pas raccordé, mais c'est payé. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue d'acceptabilité, au moment où on parlera de comportement tout à l'heure, on va demander aux gens de changer de comportement, qu'ils vont accepter qu'il y a un gâchis d'argent public sur de l'installé non raccordé. Donc je crois que c'est pareil, c'est des choses qu'il va falloir qu'on arrive à améliorer et trouver une solution. On avait fait des simplifications sur les réseaux de transport, notamment pour les industriels, les sites industriels très consommateurs. À mon sens, il faudrait les étendre aux réseaux de distribution.
Parce qu'on ne peut pas considérer d'un côté que la production, elle, a besoin d'accélérer et d'être simplifiée, et de l'autre côté, dire qu'on pourrait hypothéquer l'éventuel raccordement sous recours. Par ailleurs, c'est aussi notre interprétation du droit européen et du principe de précaution, où on est dans une interprétation non hiérarchisée, mais très clairement, si on considère que le plus grand défi, c'est l'adaptation au changement climatique, la première des précautions qu'on devrait avoir, ça serait par rapport à ça. Et très clairement, on ne peut pas se permettre d'attendre encore longtemps avant de résoudre un certain nombre de problèmes. Ça va sur la question de l'industrialisation, mais en Allemagne, par exemple, ils n'ont ni permis de construire et seuls les riverains peuvent déposer un recours. Et moi, j'étais élu local aussi, et je participais à la commission qui nommait les commissaires enquêteurs. Vous avez des gens qui sont là depuis plus de 30 ans, entre autres, et qui vous disent je n'avais jamais vu dans mon métier, dans mon exercice, ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire avant, on faisait une commission d'enquête, que ce soit pour une zone humide ou quoi que ce soit, on voyait 3-4 personnes arriver, faire un commentaire. Aujourd'hui, il n'y a pas une commission d'enquête où il n'y a pas des gens qui viennent de territoires à 200, 400, 600 km, qui n'ont rien à voir avec le territoire et le projet, mais qui viennent donner leur avis et voire l'empêcher. Oui, je pense qu'il y a un moment, il faudrait quand même limiter le droit de recours, ce qui ne veut pas dire limiter le recours. Ça veut dire que qui est concerné par le projet, qui est concerné par ses impacts, enfin, il y a peut-être un encadrement à apporter. Anna Pic, un dernier mot là-dessus, puisque vous avez lancé la thématique. Est-ce que la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est suffisante ? Je pense elle est suffisante. Non, on ne peut que constater que les projets prennent trop de temps. Moi, j'ai eu des fois des parlementaires que j'ai invités sur mon territoire qui étaient persuadés que ça faisait des années que tournaient des éoliennes en mer au large de Cherbourg-en-Cotentin. Je confirme que non. Voilà. Et qu'on en est juste en train, effectivement, de poser les premières bases. Enfin, plutôt d'attribuer les marchés, simplement. Donc, évidemment que c'est trop long. Néanmoins, là où je serais totalement en désaccord, c'est que le dérèglement climatique et la nécessité, effectivement, d'atteindre la neutralité carbone, c'est pas le sujet prioritaire. L'effondrement de la biodiversité est tout autant un sujet prioritaire. Donc on peut pas dire on va supprimer ces règles-là parce que quand on parle de permis de construire, quand on parle des zones humides, etc., mais c'est tout l'enjeu. C'est que la difficulté, elle est démultipliée parce que sur ces sujets-là, sur le fait que nous avons peut-être un peu cru qu'on maîtrisait la nature, mais ce n'était pas le cas tout à fait, eh bien, nous devons mener plusieurs batailles en même temps, et que c'est tout l'équilibre qu'il nous faut trouver, et qui est extrêmement difficile. Et donc, il y a évidemment une question de délai de recours, mais enfin, je peux dire que la manière dont on traite les dossiers aux Pays-Bas pour l'installation de l'éolien offshore, ils ont entre 5 et 10 fois plus de personnel dans l'administration de l'État pour pouvoir traiter ces dossiers-là. Il n'y a pas photo, ça va plus vite. Il n'y a pas que le problème des recours. Si vous mettez 5 à 10 fois plus de personnel pour analyser les dossiers, eh bien, les autorisations arrivent plus vite aussi. Merci. Je voudrais qu'on parle de la capacité, notre capacité à accélérer le taux de développement des énergies renouvelables. On a vu dans mon introduction l'amplitude du défi Henri Alfandari. Qu'est-ce qui vous semble, vous, prioritaire ? Parce que là, on est en train d'essayer de se projeter sur les 5 ou 10 prochaines années pour atteindre cet objectif en matière d'énergie renouvelable. Hormis les corrections que je viens de donner, je pense qu'il y a quand même aussi se saisir de ce que la loi a ouvert. Et là, je parle devant un parterre d'acteurs économiques. Il y a quand même toute l'ouverture des PPA dans cette loi. Et très clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, dans chaque territoire où est fait la planification, vous rapprocher des collectivités et d'un certain nombre d'acteurs et ensemble constituer des PPA sur une production d'énergie locale. Comme vous pouvez rentrer à l'intérieur de SEM pour produire ces énergies et ça sera un effet démultiplicateur extrêmement important. Les collectivités ont besoin de s'autonomiser au niveau de leurs ressources de l'État, parce qu'on ne peut pas dépendre de l'État de cette manière, donc c'est de leur intérêt d'y aller, et très clairement c'est du vôtre parce que vous allez sécuriser vos prix d'une manière ou d'une autre, et ça paraît essentiel. Donc je crois quand même que, quel que soit le projet, on parle d'investissement, et on parle de maturité de dette.
Ça, vous pouvez amener cette culture-là partout dans les territoires. Elle manque cruellement. Et par ailleurs, ça permettra d'augmenter significativement la production dans un délai court. Ça me paraît être un levier intéressant et il est dans cette loi. Pierre Cazeneuve, un mot peut-être de l'hydrogène. Quelle place pour l'hydrogène dans ce schéma général? Est-ce qu'il faut se lancer, comme l'Allemagne, dans des contrats avec des produits tiers? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne suis pas un grand spécialiste de l'hydrogène. Alors, elle est peut-être meilleure pour Henri Alfandari, cette question. Mais déjà, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie plus qu'une source d'énergie, ça je tiens à le rappeler. Si l'Allemagne se retrouve dans l'obligation de faire des contrats tiers, c'est parce qu'ils ont eu la brillante idée de fermer leur centrale nucléaire et que du coup, en fait, ils voient bien qu'ils ne pourront pas faire du charbon toute la vie avant de, devenir être condamnés pour inaction climatique à minima dans les prochaines années, mais surtout se retrouver confrontés à l'impossibilité d'être autonome énergétiquement. Donc l'hydrogène, c'est évidemment une chance. À un moment donné, il faut se le dire, parce que c'est un moyen de stockage très performant, parce que ça va permettre sur tout un certain nombre de procédés industriels, peut-être même un certain nombre de transports, de nous aider à décarboner massivement. Derrière, je ne pense pas que ça soit la solution à tout. La France et le président Emmanuel Macron ont eu tout à fait raison d'en faire un des enjeux clairs et forts de France 2030. C'est un secteur qui sera évidemment clé là-dessus. Donc moi, je suis assez à l'aise avec ce qu'on fait aujourd'hui sur l'hydrogène, c'est-à-dire ne pas être un peu BA et en faire l'alpha et l'oméga de notre production énergétique en comptant sur les déserts chiliens et marocains pour poser du PV et peut-être essayer de le transformer en hydrogène et le ramener à la maison ensuite. Avoir une cohérence un peu globale par rapport à ce qu'on va faire, c'est-à-dire nous produire massivement de l'électricité décarbonée en France et après, si on arrive à maturité sur l'hydrogène, en faire suffisamment pour pouvoir décarboner le reste de nos procédés et arriver à net zéro en 2050. Ça, je trouve ça à peu près clair. Et donc investir massivement aujourd'hui dans ce qui doit être, c'est-à-dire la R&D et après, charge aux entreprises, je vois Air France KLM, je vois tout un tas de représentants d'autres industries, de s'approprier aussi ce vecteur énergétique-là pour pouvoir décarboner massivement. Donc investir à fond, oui, en faire une solution miracle qui serait cachée en fait notre propre misère comme le fait l'Allemagne, non. Voilà. Henri Alfandari, ça s'explique évidemment par les choix passés de l'Allemagne. Ça s'explique clairement par les choix passés de l'Allemagne. Après, ils vont essayer de sauver leur industrie par des procédés dérivés, mais c'est une aberration énergétique d'aller produire de l'hydrogène en Afrique pour le ramener par pipeline. Ça n'a pas de sens. Et après, au même titre qu'on dit qu'il faut un mix énergétique, de toute façon, il faudra un mix de vecteurs énergétiques. Il ne faut pas miser uniquement sur l'hydrogène. Après, il est essentiel parce que c'est une brique pour les e-fuels, qu'on sait qu'on aura besoin de sources d'énergie denses, notamment dans les transports, que ce soit transport maritime ou aérien. Et donc, il faut absolument qu'on constitue une filière sur l'hydrogène et sur tout ce qui est lié à l'hydrogène au niveau de l'énergie dense et transportable. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, non ? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je sais bien, j'ai bien entendu. Ouais. Mais bon. Mais vous l'aviez bien mis dans votre présentation. Hein. Il y a tout l'aspect, il y a les biogaz. Je pense qu'il va falloir petit à petit monter en puissance sur les biogaz pour remplacer les importations. Donc ça veut dire que derrière, il y a la question des déchets, la manière dont on considère les déchets. Qu'est-ce qui doit être maintenu et le plus longtemps dans la boucle, dans le cycle de la matière? Qu'est-ce qui doit être valorisé énergétiquement pour faire du gaz? Et toute la filière biomasse. Brice Lalonde, vous vouliez prendre la parole. Juste une petite question. Monsieur Alfandari et Madame Pic, vous avez insisté sur les projets locaux, la décentralisation, et vous avez dit, Monsieur Alfandari, que comme ça, on allait maîtriser les prix. Est-ce que ça veut dire que pour l'électricité, la péréquation tarifaire a vécu ? Alors, la question, c'est la question la plus méchante que vous venez de dire. C'est pour ça que je l'ai laissé à Bruxelles. Alors, je vais répondre en mouillant un petit peu. Peut-être que d'un point de vue de production d'énergie, oui, elle a vécu. En revanche, d'un point de vue de réseau, on ne sait pas trop faire. D'ailleurs, pendant la loi d'énergie, il y avait tout un tas d'amendements sur les réseaux internes nous avons tous repoussés parce que si on ne l'avait pas fait, ça remettait en cause totalement le financement des réseaux.
Donc je pense qu'on a probablement une différence à faire entre l'énergie que l'on produit, où là, effectivement, peut-être que les péréquations ont vécu, et l'énergie qu'on achemine, où là, à moins d'avoir une solution magique qui permet de développer du réseau interne tout en maintenant un effort collectif, pour l'instant, en tout cas, aucun de nous sait faire. Alors je veux bien qu'à chaque fois, vous vous leviez, comme ça toute la salle vous verra, et vous vous présentiez pour poser vos questions. Merci beaucoup. Marc Ami, Airbus, donc filière aéronautique. Bon, vous savez que l'aviation dans son ensemble s'est engagée à la neutralité carbone en 2050 au niveau mondial et bien sûr au niveau européen et français, avec tout le monde de l'aviation, les compagnies aériennes et les constructeurs. On a une trajectoire connue qui, je pense, est robuste, avec des engagements très précis. Et on peut dire qu'il y a deux piliers principaux, des avions de plus en plus sobres. On a réduit les émissions de nos avions de 50% dans les 30 dernières années. La dernière génération fait encore 20-25%. Et les carburants durables qui peuvent réduire de 80% les émissions de l'aviation. On a l'impression que la France a de gros atouts sur les carburants durables. Parce que ces carburants, c'est soit de la biomasse, et on n'explore sans doute pas assez la biomasse. Je pense aux cultures intermédiaires, qui pourraient à la fois valoriser le secteur agricole, ne pas être en compétition avec la nourriture et développer un nouveau secteur économique. Et puis les carburants synthétiques, on a quand même une énergie nucléaire décarbonée et qui est compétitive. Les États-Unis ont lancé un plan massif pour développer ces carburants. Est-ce que vous avez dans cette loi quelques idées qui permettront de soutenir cette filière totalement nouvelle et de permettre les investissements assez massifs dans cette nouvelle activité, qui est une activité de souveraineté, puisqu'elle est sur le territoire national, de décarbonation, puisqu'elle permet à l'ensemble du secteur du transport aérien de se décarboner. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui commence ? Bon, je fais rapidement. Comme mes collègues viennent de le dire, nous ne savons pas ce qui est dans la loi. Après, si ça n'y est pas, il faut voir dans quelle mesure ça n'est pas cavalier. Parce qu'on peut avoir des superbes idées, mais c'est pas pour ça qu'on peut les accrocher. Et même si on les accroche, in fine, le Conseil constitutionnel peut les sortir. Moi, ça m'est arrivé sur la loi d'énergie renouvelable, puisque j'avais mis une expérimentation sur l'azote à la ferme, qui a été sortie. Je ne sais pas pourquoi, ils ont considéré que c'était des cavaliers, mais ils l'ont fait. Donc voilà, on ne sait pas. En revanche, sur l'intérêt de ce que vous venez de dire, il est évident que si tout ce qui est biocarburant, il y a toujours une tension avec l'alimentation et la conception qu'on en a avec le monde agricole. Ça me paraît dangereux. En revanche, vous avez parlé de culture intermédiaire. Il y a une vraie question là-dessus, puisqu'on sait que sur nos modèles agricoles, la question des couverts et des cultures intermédiaires dans les rotations, notamment en apport en azote et autres, c'est extrêmement intéressant. Et probablement qu'on n'est pas assez fin là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que chacun y va de sa croyance. Moi, je vais vous défendre l'agriculture de conservation, d'autres vont vous dire qu'il faut faire du bio, etc., etc. Sauf que, en fait, en termes d'études et de modèles agronomiques, on n'y est pas. Et je pense que ça vaudrait le coup, dans cette optique-là, d'avancer là-dessus. Et après, oui, il faudrait un plan général sur les vecteurs énergétiques comme sur l'énergie. Mais ça dépendra du gouvernement. Oui, juste un mot. Effectivement, la question de la biomasse, c'est... Alors, je suis sur un territoire qui est aussi rural, évidemment, industriel, mais rural. Et la tension, elle est très forte. Et on sait que moindre pas que nous faisons dans un sens ou dans un autre, on provoque évidemment beaucoup de mouvements sur le territoire. Je pense qu'il y a des choses à affiner avant d'avoir... une proposition qui soit un peu claire. Je pense qu'il y a des choses à affiner sur la manière, effectivement, dont on utilise les terres, comment on fait pour que ça ne prenne pas sur l'alimentation, qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre sur l'alimentation, est-ce que c'est sur le rendement annuel, est-ce que c'est... Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, et on l'a de la même façon, vous savez, avec l'agrivoltaïsme dont on parle beaucoup, les socialistes avaient posé un amendement pour que cet agrivoltaïsme ne réduise pas de manière importante les rendements.
Donc nous, scientifiquement, nous considérons qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 20% d'une surface qui soit, ou sur lesquelles soient posées des ombrières pour ne pas nuire au rendement. Ça peut être une façon de réguler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on avance aussi sur ces questions d'utilisation de la biomasse. Il n'y a pas que sur ces sujets-là qu'il faut aussi le faire. Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit très clair pour que ça ne laisse pas place à l'interprétation et à toutes les formes d'interprétation, dans un sens ou dans l'autre. Peut-être Pierre Cazeneuve, est-ce qu'il faut prioriser ou Henri Alfandéry, si vous voulez, est-ce qu'il faut prioriser, c'est-à-dire décider quel secteur va prioritairement pouvoir utiliser les produits de la biomasse? Je laisserai répondre Pierre sur les priorisations. En revanche, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est un petit peu la problématique qu'il y a aussi. C'est un petit peu comme sur la filière bois, le bois énergie. C'est qu'en fait, on vend ça sur des périmètres où on est en train de vendre la même chose à différents acteurs. Et qu'il y a quand même un moment, un travail sur la quantification de la ressource, sur sa durabilité et ne pas vendre la même chose à différents acteurs. C'est une parfaite transition avec ce que je voulais dire. Parce que j'ai eu le grand plaisir de piloter le GT4 énergie bas carbone. Ça a été le gros sujet. Ce qu'on appelle de manière un peu barbare le bouclage biomasse. C'est pour moi l'enjeu énergétique un peu clé là, des 5 prochaines années. Et ce que dit Henri avec pudeur, je vais vous le dire de manière plus claire. En fait, chacun regarde dans son silo. L'aviation... Gaz de France, les bateaux, et tout le monde dit mais attendez, il y a le potentiel biomasse pour qu'on soit net zéro en 2035, pas de problème. Et ils oublient, il y a un peu de double comptabilité entre guillemets. Et donc fatalement, et on le sait, et l'idée c'est que c'est difficile aujourd'hui de ce qu'on appelle la gouvernance de la biomasse, parce que quel gisement, déjà il est territorialisé, c'est pas la même chose, il n'y a pas une biomasse française, il y a une biomasse bretonne, une biomasse du Morvan, donc il y a tous ces tas de sujets là qui fait qu'aujourd'hui on doit mettre en place une gouvernance de la biomasse. C'est une des prérogatives des conclusions du groupe de travail sur ce sujet-là, c'est de confier, alors peut-être à l'ADEME, peut-être à mi-ADEME, mi-INRAE, pour avoir justement bien le ministère de l'Agri et les agriculteurs dès le début sur cette gouvernance de la biomasse, c'est-à-dire être très clair sur le niveau de potentiel qu'on a. C'est quoi le potentiel biomasse en térawatts en France en 2050? Et ensuite, effectivement, faire ce travail de priorisation qui va passer, parce qu'il y a des solutions, l'aviation, est-ce qu'on est capable de faire du net zéro en aviation sans biomasse? La réponse est probablement non. Est-ce qu'on peut faire du net zéro en énergie sans biomasse? La réponse est probablement un peu plus ténue. Donc il va falloir qu'on réfléchisse un peu là-dessus, sur justement ce travail de priorisation, de qu'est-ce qui est prioritaire en termes d'usage, mais aussi est-ce qu'il existe d'autres alternatives sur le sujet. Donc très gros sujet autour de la biomasse pour le coup, et je pense que c'est très important, Henri l'a dit, d'avoir aujourd'hui une gouvernance claire pour que les potentiels soient clairs, que tout le monde parle de la même chose, et qu'ensuite il y ait une discussion apaisée sur qui peut faire quoi. Et avec ce qu'a rappelé Madame la députée Pic sur, effectivement, c'est quoi les enjeux, c'est des combats de souveraineté, c'est de la souveraineté énergétique versus de la souveraineté alimentaire, donc quelles sont les barrières qu'on met pour être certain qu'on ne fait pas de la biomasse au détriment de nourrir les Français et au détriment de nos agriculteurs. Le travail qui a été fait sur l'agrivoltaïsme, qui n'est pas encore complètement abouti, parce que j'imagine qu'il y en a quelques-uns ici qui attendent le décret, mais il est assez strict par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'agrivoltaïsme si les panneaux qui sont posés ne seraient pas qu'une baisse de rendement ou un impact neutre sur le rendement, mais une utilité pour l'exploitation. Donc on a beaucoup protégé, mais parce qu'on est certain que si on protège beaucoup et que les règles sont claires, alors il y a de l'acceptabilité et alors on peut en faire plus. Et donc c'est toujours sortir du flou. Et donc je pense que sur les sujets de biomasse et notamment sur l'avenir du e-fuel en France, ça passera par ça, par beaucoup de clarté sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Et une fois que c'est clair, on y va à fond. Allez, encore autre question d'achat, il y en a plein. Allez-y, prenez la parole. Monsieur le député, les industriels qui sont dans la salle et merci de vous lever, c'est plus simple pour être filmé. François Moutot, délégué aux affaires institutionnelles d'Eden. Monsieur le député, sur ce sujet, les industriels qui sont dans la salle et Eden est tout à fait prêt pour vous accompagner fortement. Merci. Jacques Géraud, préfet de région honoraire. Je suis très passionné par ces questions. D'ailleurs, je voudrais vous dire bravo, parce que toutes vos interventions, à mon avis, sont parfaitement pertinentes. On prend beaucoup de temps et nous sommes en train de perdre un combat contre le temps. Madame Pic a tout à fait raison. Des obligations de résultats, oui, il faudrait des obligations de résultats et nous sommes noyés dans les obligations de moyens. Ce qui fait qu'il n'y a plus de résultats du tout. Alors, je vais vous donner deux exemples.
D'abord, quid du transport maritime? Il est totalement oublié. 90% des approvisionnements dans le monde, et donc en France, se font par le transport maritime. 90%. Il n'y a pas, Madame Pic l'a dit, d'électrification des quais. Donc les navires arrivent, asphyxient les grands ports de métropole et d'outre-mer. Il n'y a pas d'aire de stockage des futures nouvelles énergies dans les grands ports maritimes. En tout cas, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Quant aux navires eux-mêmes, vous avez une compagnie maritime qui s'appelle la Compagnie maritime du Ponant, qui donc opère des croisières dans le monde entier et qui a déposé au gouvernement au mois d'avril dernier un projet un navire zéro émission carbone. Un grand voilier de 180 mètres de long, des voiles de 40 mètres de hauteur, plus hydrogène, plus solaire, plus un backup de GNL avec capture du carbone. Donc c'est un projet qui peut être une première mondiale. Dans un consortium qui réunit des entreprises exclusivement françaises. Donc on a un projet écologique, un projet qui vise à réindustrialiser la France, un projet qui s'inscrit dans une perspective de maillage du territoire, des entreprises, notamment à Nantes, pour les voiles, les chantiers de l'Atlantique, etc., etc. Nous n'avons pas de réponse. Et on voit que je ne suis pas le seul à nourrir ces projets. À quel sein se vouer entre l'ADEME, BPI France, le SGPI, France 2030, la DGE, la DGEC? On s'y perd dans une course de rendez-vous et le temps passe. Nos concurrents norvégiens commencent à risquer de nous dépasser. Ces navires seront réplicables à toutes les autres catégories de navires. Donc on a une chance historique. Est-ce qu'on va la saisir? Et vous savez, maintenant... Et je vous demande de poser la question pour conclure. Alors, on est dans un délai de 3-4 mois. Deuxième exemple, vous avez posé la question de la gouvernance. Vous avez un projet d'osmotique qui vient de faire l'objet, grâce au préfet de région Sud et de la région Sud, d'un accord pour créer un démonstrateur à Barcarin, à côté de Port-Saint-Louis. Est-ce que ce projet sera soutenu pour la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie? Donc autant les acteurs locaux sont extrêmement dynamiques, extrêmement efficaces, autant on ne veut pas qu'il manque un bouton de guêtre à Paris, et donc tout est ankylosé. Voilà. Donc Merci la PPE, beaucoup. est-ce qu'on en bénéficiera ou pas? Ouais. Merci beaucoup. Bon, qui veut répondre à ça? Anna Pic, allez-y. Je suis très heureuse d'entendre ça, cette question-là. Qu'est-ce qu'il y aura dans la PPE aussi? Parce que sans LPEC, évidemment, c'est compliqué de savoir ce qu'il y aura dans la PPE. Et vous parliez des consortiums français sur des innovations qui sont en phase de pré-industrialisation. À plusieurs reprises, nous avons ce schéma, ce manque d'ambition soudain, cette espèce de rétropédalage au dernier moment. J'ai soutenu sur mon territoire les projets d'hydrolien maritime. C'était pas dans la PPE 2017. Ça nous a fait s'écrouler le début d'une filière. Aujourd'hui, on a 2 projets, FlowWatt et Normandie Hydro. Eh bien, pour FlowWatt, j'ai réussi à obtenir un certain nombre de choses, mais la rumeur court que finalement, ça ne serait pas retenu dans la PPE. Ils ont investi des dizaines de millions d'euros. Et nous sommes quand même, me semble-t-il, les seuls à voir le rat blanchard. À moins que le rat blanchard soit un courant qui se déplace, il me semble que nous soyons les seuls. L'Angleterre est en train de nous rattraper sur cette innovation majeure. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils nous rattrapent? Et là, on vient en deuxième couteau? Je crois que, franchement, je suis d'accord avec vous. Comment on fait pour que ça ne soit pas... Aujourd'hui, c'est les députés qui vont porter les dossiers. Au dernier moment, en dernier recours. Eh bien, je crois que ce n'est pas très normal, qu'il faut que les règles soient claires et que ça ne soit pas en fonction de la bonne volonté d'un député, parce que ce n'est pas le plus démocratique. Pierre Cazeneuve, peut-être en généralisant la question de Monsieur le Préfet. Non, mais vous pouvez réagir et répondre à Anna Pic, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de pilotes dans l'avion, en fait? C'est ce que je retiens, le nombre d'interlocuteurs pour finalement aboutir à une prise de décision qui traîne. Déjà, merci, Monsieur le Préfet, pour votre question. Est-ce qu'il y a trop de pilotes dans l'avion? Vous savez, moi, en politique, c'est comme dans la vie, il y a un paradoxe qu'il faut toujours résoudre. Soit vous faites simple, et dans ce cas-là, vous risquez d'être injuste.
soit vous faites juste, et dans ce cas-là, vous faites compliqué. C'est pareil pour les impôts, c'est pareil pour tout un tas de choses. Et en fait, on se dit, oui, mais regardez, là, il y a dans telle situation, on ne peut pas faire la même chose, donc ce serait bien qu'il y ait un petit amendement et une exception à la loi pour que, effectivement, Madame Michu, qui est dans ce contexte. Et c'est comme ça qu'on complexifie tout. Est-ce qu'il y a plusieurs pilotes dans l'avion? Oui, il y a beaucoup de pilotes dans l'avion aujourd'hui. Vous en avez cité quelques-uns, on en a raté d'autres, parce que là, tout ça doit se décliner à l'échelle locale. Vous avez... Bon. Il y a des acteurs du financement public, donc on a une banque publique d'investissement, on a créé quelque chose qui s'appelle le SGPI, donc c'est quelque chose qui va avoir un peu plus long terme, qui va faire des investissements stratégiques sur certaines filières. Ça fait 2 acteurs, bon, mais c'est un peu comme ça, et France 2030, en fait, finalement, est devenu le SGPI. Donc là, il y a une fusion qui a été faite, donc on en a gagné un. Derrière, vous avez effectivement une administration en France qui est parfois complexe, parfois tentacruélique, mais... Je suis un peu tenté comme vous de dire il y en a trop, c'est trop complexe, on s'y perd. Franchement, même nous, c'est notre métier au quotidien, on y est confronté au quotidien comme beaucoup ici. Il nous manque encore quelques acronymes, mais j'ose espérer, je le sais, que chacun ici, dans ses administrations, répondre à des problématiques un peu clés dans leur secteur, parfois peut-être de manière un peu trop granulaire et qu'il manque un pilote dans l'avion. Voilà, moi il y a une certaine forme, entre guillemets, de démagogie à dire qu'il y a trop d'administrations ou trop d'administrations différentes. Je pense qu'il y a toujours de l'optimisation à faire. Je pense qu'on peut gagner en lisibilité, en efficacité. Ça, franchement, jamais je ne dirais le contraire. De là à renverser d'un coup de main en disant on est la France, il y a beaucoup trop de fonctionnaires et beaucoup trop d'agences, on ne s'y retrouve pas, je n'irai pas jusque-là. Donc il faut trouver toujours cet équilibre entre, effectivement, il y a un peu trop d'interlocuteurs et à la fois comment on fait pour gagner en optimisation. J'ai de tenir un propos mesuré sur ça. Je crois qu'il y a d'autres questions dans la salle. Allez-y, merci de vous lever, de vous présenter. Oui, Yves Bamberger, Académie des technologies. 2 petites questions. La première, vous n'avez pas parlé beaucoup des réseaux de chaleur bas carbone. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Et deuxièmement, vu de vous, qu'est-ce qui va nous freiner dans la prochaine décennie? Est-ce que ce sera qu'on n'aura pas assez de production d'électricité bas carbone ou que l'industrie ira trop lentement? Merci. Henri Alfandari. Oui, je vais démarrer, ça me permettra de répondre un peu à la question précédente en même temps. Qu'est-ce qui va nous freiner? En fait, quand on parle un peu aux scientifiques ou à des gens plus connus du grand public, tels que le Shift Project, ils ne sont pas très optimistes. Ils ne sont pas très optimistes pour une raison assez simple, c'est qu'ils calculent sur ce qui est probable. Et ce qu'ils estiment hautement probable, c'est notre médiocrité à nous. Et donc, le problème, c'est que la trajectoire, elle est calculée là-dessus. Il n'y a pas d'élément prospectif. Je reviens à la question tout à l'heure sur la hiérarchisation. Il y a un moment, si on veut impacter de manière décisive, ça s'apparente plus au contrôle de gestion qu'un éparpillement sur tous les sujets. Pour l'instant, notre choix à nous, stratégique, il est de dire on va prendre la totalité de l'aval et on va s'occuper de la totalité de l'aval avec un plan d'action partout, des contraintes réglementaires et législatives. On a parlé des États-Unis sur l'ablation tout à l'heure, vous avez un choix américain autour de l'IRA qui se dit nous, on va s'occuper de l'amont. Et par l'amont, on va décarboner l'aval. Alors bien sûr, dans notre spectre politique à nous, comme nous, on est tous attachés à des questions de sobriété et autres, forcément, quand on dit ça, on a l'impression que c'est absent, ces questions-là. Donc on dit non, mais ça a quand même une pertinence. Et très clairement, et je pense que Pierre a eu raison, il ne faut pas être caricatural. La question n'est pas de savoir si on a trop ou pas assez de fonctionnaires. Par contre, il y a une vraie question sur la sphère de l'État. C'est-à-dire qu'on a l'État, on a les agences indépendantes, on a les agences régionalisées, etc. Une agence régionalisée peut tirer exactement dans le sens inverse que la stratégie nationale de l'État. On leur laisse la liberté de faire ça. Donc il y a un moment, il y a un problème de cohérence globale de l'action. Et ça, c'est une véritable problématique. Donc, je répondrai sur quels sont les freins. D'abord nous-mêmes, notre capacité de l'expliquer aux acteurs économiques et à nos concitoyens, qu'il y a un moment où on ait une trajectoire qui fait envie et qui suscite de la cohésion et qui nous permette d'avoir vraiment de la détermination et de réussir. Sur les réseaux chaleur décarbonés, on n'a pas. C'était la première partie de la question. Oui, sur les réseaux de chaleur décarbonés. J'en ai
brièvement parlé en parlant d'Argentan Intercom, on a là une possibilité extrêmement importante, effectivement, d'avoir une autoconsommation dans les collectivités qui est très intéressante. En tout cas, il se trouve, mais là, on a aussi le problème de la biomasse, c'est de savoir qui fait quoi, comment, etc. Parce que on vend effectivement plusieurs fois le même produit. Donc, il faut quand même qu'on fasse très, très attention à ça. Les conventions qui existent avec les chambres d'agriculture sont des choses intéressantes, mais c'est des travaux de réseau qui sont extrêmement impactants dans les territoires aussi, et qu'il ne faut pas oublier tous ces effets-là. C'est des investissements massifs faits dans les collectivités locales qui doivent aujourd'hui répartir leur investissement sur différents enjeux. Et l'enjeu de la transformation de la ville, de l'urbanité et des réseaux, qu'ils soient les réseaux de transport collectifs, les différentes mobilités, plus ces réseaux de chaleur, plus l'électrification, etc. C'est des enjeux massifs. Aujourd'hui, les collectivités nous disent qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils n'ont pas les moyens, et que si nous voulons véritablement donner un coup de pouce et accélérer, eh bien, il faut que ça passe par la confiance. Moi, à l'inverse de ce que disait le député Alfandari, je serais très confiante envers les collectivités qui ont un intérêt majeur à faire changer les choses sur leur territoire. C'est la réélection. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec le fait que les collectivités locales, que ce soit les régions, que ce soit les départements, que ce soit les communes, n'ont pas forcément la même façon de voir le développement des énergies nouvelles renouvelables, des réseaux de chaleur, etc. Néanmoins, je crois qu'il faut qu'on puisse leur dire que c'est eux l'accélérateur. C'est déjà entre 60 et 70% de l'investissement sur un territoire, une collectivité locale. Donc là, vraiment, je pense que sur les réseaux de chaleur, on avance, mais qu'il va falloir avancer beaucoup plus vite, et que, notamment pour réduire la facture et pour les plus pauvres de nos territoires, c'est un enjeu massif chez les bailleurs sociaux. Si on fait venir plus les réseaux de chaleur dans le parc social, eh bien, ils subiront beaucoup moins les fluctuations de l'énergie. Et je crois que c'est très important, parce que sans justice sociale, la justice écologique ne viendra pas. Pierre Cazeneuve, vous vouliez intervenir, ensuite on reprend une question dans la salle. Je dis juste un mot sur la chaleur, parce que moi, je suis le défenseur absolu des réseaux de chaleur. J'ai découvert ça, je dois le dire, un peu plus tard. Je veux être l'ambassadeur de la chaleur dans cette maison, parce que c'est absolument... C'est clé. Je veux être le député chaleur, voilà. Parce que c'est clé dans l'avenir. C'est chaud, comme dirait M. Millienne. Deux choses. Déjà, un effort budgétaire inédit. Le fonds chaleur, cette année, c'est 800 millions d'euros dans le PLF. Donc, on le sait que l'effet de levier est massif sur ce sujet. On va parler financement juste après. Mais 800 millions d'euros, a priori, dans le PLF sur le fonds chaleur, c'est inédit. Deuxièmement, on parlait biomasse, mais il y a aussi tout ce qui est géothermie. On a une chance extraordinaire, on est béni des dieux. L'Île-de-France, qui est quand même le territoire le plus densément peuplé de notre pays, on est assis sur un truc qui s'appelle le Dogger. On a de l'eau chaude à peu près pour tout le monde. Il faut juste creuser. Alors c'est chiant de creuser, ça coûte cher, mais il faut juste creuser. Et on a la possibilité d'aller chercher de l'eau chaude et faire de la géothermie massive partout dans des territoires urbains qui sont très difficiles à décarboner. Et je parle en connaissance de cause, j'ai de la chance d'avoir dans ma circonscription l'un des premiers réseaux de chaleur, géothermie, de l'Île-de-France à Rueil-Malmaison. Donc ça, on a une chance formidable. Et ça a été très bien dit. L'enjeu, c'est les collectivités territoriales, parce que c'est elles qui sont les premières à impulser ce sujet-là. Très important par rapport à ça, je ne fais pas ma pub, mais aujourd'hui, il y a un paradoxe qui est que les collectivités territoriales s'endettent très peu. Il y a un mythe autour de ça. Les collectivités territoriales ont beaucoup d'argent et elles s'endettent très peu. Et pour des raisons qui sont tout à fait valables, on a un énorme enjeu, je vous le dis collectivement, et je parle sous le contrôle des sénateurs aussi, parce que c'est votre prérogative encore plus. On a un énorme enjeu à faire que les collectivités territoriales investissent massivement dans la transition écologique et prennent leur part là-dedans. C'est 60% de la commande publique, les collectivités territoriales. Donc s'ils ne sont pas là, c'est terminé pour nous. On a passé, malheureusement, le 49.3 a rendu l'absence de débat autour de ce sujet-là, mais il y a un amendement qu'on a beaucoup travaillé avec le feu président de la commission de la délégation aux collectivités territoriales, qui a la chance maintenant d'être ministre du budget, sur un amendement sur la dette verte des communes et des collectivités territoriales. L'idée est que les collectivités puissent sortir de la dette, de leur compte classique, de la dette verte, justement pour ces projets à forte intensité capitalistique, avec des ROI qui sont très longs, qui sont très distincts
du temps de l'élection, il faut se le dire aussi, on est entre nous, et donc la possibilité d'avoir cette dette verte, avoir accès à des financements qui sont particuliers, avoir de manière claire, avec un budget annexé clair là-dessus, de la dette liée à cette transition écologique pour inciter les décideurs publics et locaux à aller vers ce sujet-là. Si on arrive à faire ça, on va pouvoir massivement accélérer sur les eaux de chaleur, avec un État qui est là, donc peut-être plus de fonctionnaires pour traiter les dossiers, mais surtout des sous, ce qu'on est en train de faire sur le PLF, avec 800 millions d'euros dans le fonds chaleur qui vont continuer à augmenter, parce que l'effet de levier est énorme, des décideurs et des élus locaux qui vont pouvoir investir massivement, et derrière, évidemment, une filiale qui vont suivre. Je vois quelques représentants de gens que j'aime bien, chez Dalkia, chez Engie, qui aujourd'hui, on a une super expertise en France pour le faire. Il faut aller à fond là-dessus, c'est clé, et ça va nous permettre de gagner du temps par rapport à nos objectifs. Allez, une dernière question dans la salle. Merci de vous lever et de vous présenter. Dominique Chauvin, prospectiviste. Je voudrais revenir sur la biomasse qui me permettra d'aborder la question de la cohérence. Et je suis heureux que la biomasse ait mobilisé un peu de temps autour de cette table ronde. La biomasse, pour moi, c'est la pierre angulaire de la transition énergétique, justement à cause de sa complexité, à cause du multi-usage, à cause des priorités qu'il va falloir faire. Et pour faire ces priorités, bien entendu, il faudra faire de la prospective, ce qu'on ne fait pas du tout. Quand on utilise de la biomasse, on aura besoin de la biomasse, en particulier pour décarboner l'industrie. C'est ce qu'on commence à faire. Mais lorsqu'on utilise de la biomasse, malheureusement, on la gâche terriblement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sous-produit de la biomasse qui est absolument essentiel, qui est le CO2 biogénique. Or, ce CO2 biogénique, il n'intéresse personne pour l'instant, alors qu'il est absolument fondamental. Et on le gâche pour deux raisons. La première, c'est qu'on l'envoie aux petits oiseaux, alors qu'il vaudrait mieux aller le capturer, justement, pour le transformer et faire des carburants de synthèse pour l'aviation, de faire du méthanol pour le transport maritime, qui est en train de se transformer. Il y aura des milliers de bateaux qui vont être transformés au méthanol dans les années qui viennent. Or, la question, ça va être la question du carburant décarboné. Et ce CO2, on le gâche une deuxième fois parce que les sociétés qui en ont, parce qu'elles ont déjà décarboné, les cimentiers par exemple, qui ont déjà décarboné leur industrie en mettant des carburants décarbonés à base de biomasse, eh bien on leur demande, et c'est une des stratégies du gouvernement, de capturer ça pour aller le séquestrer, et en particulier en Norvège ou en mer du Nord. Le président de la République a annoncé le 25 septembre qu'on allait faire du CCS. Et il a rajouté « et il faudra trouver un site en France ». Sous-entendu, bonne chance, parce que le pays n'étant pas un pays pétrolier, il va falloir faire l'inventaire, il va falloir regarder tout ça, et ce ne sera pas forcément concurrentiel avec des sites en mer du Nord, avec des sites en Angleterre, des sites en Norvège. Et j'ai pu écrire dans un de mes articles des Échos Merci de poser que le votre CCS question. était un contresens S'il vous plaît. prospectif. Ma question Merci. est très simple. Ne faudrait-il pas faire en amont de toutes les réflexions que vous évoquez, alors qu'il y a déjà des décisions qui sont prises, sans qu'on sache ce qu'il y a dans la loi, de faire de la prospective pour mieux orienter les choix, y compris dans une dimension économique. Parce que c'est bien de transiter, mais c'est encore mieux de transiter en générant de la valeur et en générant des revenus. Donc ma question, elle est très large. Ne faudrait-il pas faire davantage de prospective ? On en faisait beaucoup dans les années 80. On n'en fait malheureusement plus beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, Henri Alfandari. Prendra parce que je vais mettre un peu de nucléaire encore dedans. Bon, la question de la prospective, je pense qu'en plus, elle est intimement liée à nous, notre avenir politique. Si on veut réintéresser les gens, il y a un moment, il faut leur dire dans quel monde ils vont vivre. Et il faut que ce monde y fasse envie. Donc, de toute façon, elle se pose d'une manière générale, cette question-là. Elle se pose aussi, Antoine le disait, on a 3 phases. Il y a la phase 2030, 2050 et après. Ça veut dire qu'on a des maturités technologiques différentes. Aujourd'hui, là, la phase que nous entamons, c'est une phase d'énergie renouvelable, de manière massive, et une partie de chaleur décarbonée. Il y aura la phase des EPR2. Et puis après, dans les priorisations, il y a un moment, est-ce qu'on va plus loin dans les SMR, ou est-ce qu'on passe les SMR, est-ce qu'on va directement vers les AMR, puisque ça a de l'intérêt en termes de production électrique et de production de chaleur. Et par ailleurs, ça a un intérêt dans la fermeture du cycle du combustible.
Donc il y a toute cette question-là. Et à la fin, ce que vous êtes en train de dire sur le carbone, moi c'est une intuition que j'ai, je suis en train de faire un rapport sur le marché du carbone. Je pense que d'une manière ou d'une autre, si on veut réellement réussir le défi à la hauteur à laquelle il est, et dans une logique économique, parce que pour l'instant on n'est quand même pas trop dans une logique économique, il va falloir commencer à envisager que le carbone qu'on a mis dans l'atmosphère, c'est une valeur. Si on arrive à faire en sorte que ce carbone-là soit une valeur, à partir de ce moment-là, on réussira la transition. Une dernière question pour cette table ronde. Allez-y, peut-être avant-dernière. Je vois une autre main qui se lève. Présentez-vous, merci. Oui, Valentine Agide du Rudeau d'Équance. Je voulais revenir sur ce que vous disiez juste à l'instant sur la géothermie. Effectivement, c'est une énergie d'avenir, comme vous l'avez mentionné. Et effectivement, nous avons la grande chance en France d'en avoir énormément. Cela dit, dans le plan d'action géothermique qui a été publié en début d'année, il n'y a pas de mesures obligatoires et par ailleurs, il ne couvre qu'une très petite partie de la géothermie, essentiellement la géothermie profonde, pas du tout la géothermie de surface, ni même les stockages intersaisonniers qui permettent, et je reviens sur ces stockages intersaisonniers, car c'est certainement un des moyens qui permet de produire de la climatisation quasiment sans émission de CO2. Or, on parlait également tout à l'heure peut-être pas d'une incohérence, mais d'une contradiction entre un développement économique ou industriel, là on est plutôt dans le tertiaire, et une volonté de réduire nos émissions. C'est clairement une des solutions qui a été extrêmement utilisée, notamment aux Pays-Bas, qui aujourd'hui n'est pas du tout développée en France. Donc je voulais savoir s'il était prévu d'avoir un deuxième plan géothermie qui soit plus large, qui soit peut-être plus obligatoire à minima de faire des études ou de considérer ce type de solution dès lors qu'il y a soit des nouveaux projets, soit des rénovations vraiment lourdes ou des développements dans des quartiers. Merci. Deuxième plan géothermie, Pierre Cazeneuve. Non, mais j'ai presque envie de donner la parole à Bruno Millienne, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui as porté un amendement pour rendre obligatoire les études sur la géothermie sur toute nouvelle construction de X centaines de mètres. On peut anticiper sur une autre table ronde, c'est pas grave, mais allez-y, Bruno Millienne. Non, mais c'est une bonne idée. Je crois que c'est Bruno qui avait porté cet amendement brillamment. Non, mais moi, je ne vais pas empiéter Monsieur Réseau Chaleur, c'est Pierre, mais on est tous d'accord que la géothermie a été sous-évaluée dans nos politiques énergétiques depuis trop longtemps, et il est temps qu'on se réveille. Effectivement, je suis de ceux qui pensent que dans tout plan d'urbanisme nouveau, etc., il faut commencer par étudier effectivement si cette solution-là est viable, existe, parce que quand même, ça nous libère, eh bien, par exemple, de la biomasse, eh bien, par exemple, d'autres énergies qu'on peut employer à d'autres choses. Voilà, est-ce que ça sera réalisable? Est-ce qu'on mettra ça dans les documents? Je pense qu'il faut le faire. Il y a un moment où il faut prioriser aussi les choses. Parce que tout ce que nous ont expliqué mes trois collègues, en fait, c'est que notre problème, c'est pas tant de savoir si on va réussir la transition énergétique ou pas, c'est comment on répartit la charge et qui va faire quoi. La biomasse pour qui, pourquoi, la géothermie pour qui, pourquoi, etc. etc. Aujourd'hui, le problème de la biomasse, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'on la vend 4 ou 5 fois, alors qu'il existe d'autres sources d'énergie. Donc oui à la géothermie dès que c'est faisable. Merci. Allez, une dernière question. Vous vouliez prendre le micro. Juste pour vous répondre quand même, et sur les réseaux de froid, on a un énorme enjeu aussi. Parce que, alors c'est moins vendeur député froid, mais je commence à m'y mettre pas mal là. Et ça va être un énorme enjeu. En même temps, tu vas souffler le chaud et froid. Non, un député qui souffle chaud et froid. Mais c'est un énorme enjeu aussi parce qu'on a parlé beaucoup d'atténuation du dérèglement climatique. On va avoir tout un volet adaptation qui va être très important aussi. Et sur les réseaux de froid, il y a d'énormes enjeux aujourd'hui, notamment sur les zones urbaines. Et donc, on peut en discuter plus longuement parce qu'il faudra prendre un peu de temps. Mais il faut qu'on fasse rentrer le froid dans la PPE aussi. Voilà. Pierre Albano, Air France KLM. Vous avez déjà abordé de manière très large tous les sujets énergie renouvelable. Un sujet qui est, on a abordé tout à l'heure l'IRA, qui a abordé le sujet par le soutien à l'amont. En Europe, nous avons fait le choix de soutenir l'aval avec une obligation d'incorporation pour l'aviation de carburants durables avec un objectif d'incorporation de 70% en 2050.
Marc Amy a rappelé tout à l'heure l'importance des carburants d'aviation durable dans notre trajectoire de décarbonation. Cette trajectoire, elle est claire. Les règles qui s'y attachent sont claires également. Comment imaginez-vous l'intégration de ce type de règlement dans une loi de programmation française, dans une LPEC et dans une PPE, alors que les engagements du règlement européen sont solidaires et mutualisés entre les 27 États membres? Et vous l'avez un petit peu évoqué avec l'hydrogène allemand, un risque de concurrence entre les États membres dans la mise en œuvre de ces plans. On ne va pas se cacher que c'est toute la difficulté et c'est aussi ce qui prend un certain temps. On a parlé du fait que notre vision de l'énergie était extrêmement différente avec nos voisins et que les négociations, à chaque fois qu'elles s'engagent sur le niveau européen, et donc la manière dont nous, ensuite, on réintroduit dans nos projets de loi et dans nos lois, évidemment, sont extrêmement compliquées. On a beau travailler avec nos camarades allemands, on n'a pas réduit l'écart de point de vue sur ces sujets-là. Hein. Il y a des... Oui, voilà, c'est toujours extrêmement compliqué et même dans notre même famille, nous avons des discussions extrêmement ardues. Donc moi, je ne sais pas où on va aboutir parce que déjà, au niveau français, on a voilà, quelques contradictions entre nous, mais je ne sais pas où on va aboutir aujourd'hui. Je pense que ce sera long. En tout cas, je crois qu'on ne peut pas se permettre non plus d'aller très vite. Parce que les enjeux sont forts et qu'on ne peut pas remettre les choses sur le métier. Voilà, régulièrement. Pour le coup, là, c'est des enjeux où il y a tellement de négociations qu'il ne faut pas qu'on ait à remettre les choses sur le métier 2 ans après, quoi. Moi, en fait, je ne donnerai qu'une piste, indépendamment de nos négociations et des problématiques qu'on a sur nos approches de vue. Je crois quand même que, et ça le nucléaire est une bonne démonstration de ça, qu'il y a un moment, si on veut que nos partenaires rejoignent notre point de vue, il faut qu'ils y aient intérêt. Et que si on avait peut-être ouvert un peu plus fort notre filière nucléaire vers une filière européenne, on ne se serait pas retrouvé aussi seul pendant aussi longtemps dans les négociations. Il y a un outil qui s'appelle les PIEC en Europe. Je pense que voilà, en tant qu'industriel européen, parlez-vous, réclamez à corps et à cri un PIEC sur la question des e-fuels et des biocarburants. On sera à vos côtés, on le relaiera chacun dans nos commissions respectives auprès des ministères. Et si on arrive à bâtir un PIEC, c'est peut-être l'ouverture d'une filière européenne sur ces questions-là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir... allez, considérer que cette première table ronde est terminée. Merci à tous les trois. Je pense que vous pouvez les applaudir. C'était passionnant. Je vous laisse regagner la salle.